Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau Accès Direct, votre rendez-vous quotidien tous les soirs sur votre télé, sur votre téléphone portable ou votre tablette via nos réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Ce soir, on parlera de coopération économique et locale grâce à une équipe d'Innoval qui seront avec nous sur ce plateau dans quelques minutes. On s'échappera ensuite dans le monde merveilleux des bandes dessinées grâce à Vincent Poirier, le grand retour. Il nous exposera toutes ces dernières trouvailles de ce mois-ci. Enfin, une délégation de la filière Y et Y Vertical viendront également nous parler de leurs nouveaux produits comme de leurs incontournables. Bref, une superbe success story à voir avant la fin de cette émission. Mais on commence tout de suite avec les titres de l'actu qui seront développés d'ici quelques minutes. Pour ça, j'appelle Seb. Salut. Ça va Seb? Ça va. Et avec toi ce soir, on va parler d'une déviation. Oui, on ira du côté de Pringy, où tu as assisté ce lundi matin à l'ouverture à la circulation de la RD 1201, autrement dit la déviation complète de Pringy. C'est un contournement qui est censé fluidifier le trafic dans le centre-ville de la commune, qui est très très dense, notamment aux heures de pointe. On verra, on va attendre un petit peu pour savoir si les effets sont bénéfiques. Reportage complet 18h30 et puis un autre point à l'actualité ce soir, la charrette. Oui. Qu'est-ce que ceci? C'est une start-up. C'est Alex Boucher qui nous fera découvrir donc cette start-up qui a été créée par deux sœurs et qui propose de mettre en relation les producteurs locaux pour mutualiser les frais liés à la distribution des produits. Donc on verra ce reportage dans les bureaux et puis dans une ferme. Eh ben, on a hâte de voir ça. Restez fidèles à 8 Mont-Blanc, à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup Seb, à tout à l'heure. Donc rendez-vous en direct pour le JT à 18h30. Mais avant cela, vous connaissez le principe de l'émission. J'accueille tout de suite nos premiers invités en la personne de Valérie Bouvier et Damien Gaucheran. Bienvenue à tous les deux. Alors vous êtes respectivement Valérie, présidente d'Innoval et Damien Gaucheran, directeur d'Innoval. Alors déjà, pour mettre les pieds vraiment dans le cambouis au début, qu'est-ce que Innoval, messieurs, dames? Bonsoir, Innoval c'est une association qui est installée au cœur de la vallée de l'Arve, à Saint-Pierre-en-Faucigny, qui comprend 18 administrateurs, 10 salariés, et dont la vocation première c'est de proposer des solutions très concrètes sur le territoire pour appréhender différemment la transition écologique et un nouveau modèle économique. Alors ça, c'est des termes qu'on entend souvent en ce moment. Alors beaucoup plus qu'un effet de mode, c'est vraiment une réelle nécessité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas encore bien saisi ou en tout cas qui ont choisi d'attaquer ce créneau plus qu'un autre. Comment ça se passe? Alors c'est une des missions auxquelles nous attelons, qui est d'amener les entreprises à prendre en compte leur impact social et environnemental et placer ce sujet au cœur de leur processus de création de valeur, dans des sujets aussi divers que comment est-ce que le déchet devient une ressource, des problématiques que nous abordons avec un certain nombre de nos partenaires, mais aussi dans comment est-ce que je peux recréer des conditions d'emploi favorables ou créer des nouveaux secteurs d'activité très locales, des boucles économiques de proximité, pour recréer de l'emploi local et pérenne. Ça fait partie de l'ADN d'Innoval. On est très très attaché à recréer de l'activité économique pour celles et ceux qui sont parfois très éloignés. Alors, on le dit souvent, c'est vrai que la vallée de l'Arve, le Genevois français, c'est des pôles où il se passe énormément de choses, où il y a beaucoup de création d'entreprises. Est-ce que, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est des thèmes qui sont en vogue? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de solutions à apporter, il y a encore beaucoup de matière à réfléchir pour se positionner sur ces enjeux environnementaux et écologiques? Oui, il y a un gros travail à faire et l'association, son objectif, c'est justement d'accompagner les nouveaux modèles économiques. Donc on accompagne les entreprises à travers notamment des porteurs de projets que l'on abrite et que l'on coach. L'année dernière, c'est 240 heures à peu près qui ont bénéficié à tout un tas d'entreprises qui ensuite peuvent partir sur des nouveaux modèles économiques avec une plus-value environnementale ou sociale. Et puis nous accompagnons aussi les donneurs d'ordre, donc que ce soit les collectivités ou les entreprises, à rédiger des cahiers des charges qui permettent derrière d'aller chercher de la ressource locale et d'être le plus fin possible sur les modèles économiques en circuit court. Donc ça, c'est vraiment des actions très concrètes pour accompagner les collectivités. Et puis nous avons aussi un troisième métier très très important, c'est que nous animons les plateformes de rénovation énergétique sur le département. Donc l'idée, c'est d'informer à la fois les citoyens qui souhaitent appréhender la rénovation énergétique de leur maison, mais aussi accompagner les artisans pour fédérer la demande et l'offre de l'autre côté, et donc d'être le plus vertueux, parce qu'on sait que dès lors que l'on ne consomme pas, on ne pollue pas. Donc c'est assez simple et basique comme élément, mais pour autant,
c'est un véritable enjeu, notamment dans la vallée de l'Arve. Alors, vous le disiez, il y a beaucoup de missions et pour mener à bien toutes ces missions, vous bénéficiez d'un nouvel atout qu'a ouvert cette année, c'est InnoLab au sein d'Innoval. Alors, c'est vraiment des locaux, un incubateur, expliquez-moi, c'est basé à Saint-Pierre-en-Faucigny. Alors, c'est basé à Saint-Pierre-en-Faucigny, au cœur d'un parc d'activités économiques. Et ces locaux que nous avons investis, c'est un ancien garage de traitement des automobiles. On a investi avec 2 idées majeures. D'abord, s'appliquer à nous-mêmes la question centrale de l'utilisation optimum des ressources et des bureaux, des mètres carrés, une connexion numérique, un réseau numérique partagé, c'est une ressource. Et la deuxième idée force qui nous a guidés, c'est d'utiliser dans ce bâtiment mal isolé, peu chauffé, dans des conditions d'exploitation un peu complexes, des outils et des matériaux de réemploi de telle sorte qu'on s'y installe à moindre frais. Ce qu'on veut anticiper et expérimenter sur nous-mêmes, avec l'appui bien entendu du conseil d'administration, c'est de bien vérifier qu'à moindre coût, on peut réinvestir des bâtiments industriels inutilisés et donc être économe de ressources, que ce soit du foncier qu'on économise, et puis plus partageux de cette ressource, puisque la règle de l'InnoLab, c'est personne n'a de bureau dédié, et chacun y réserve son bureau et son temps de travail, ce qui nous a permis aussi de redéfinir nos cycles de travail et de production en équipe, en étendant les phases de télétravail, donc d'expérimenter un certain nombre d'outils qui améliorent à la fois les conditions de travail et de vie des salariés de l'équipe et de toutes celles et ceux qui nous entourent, incubés, comme l'expliquait Valérie à l'instant, en moyenne une dizaine par an, et entreprises, start-up résidentes autour de nous, ce qui fait qu'en moyenne, on a une trentaine de personnes ou d'activités qui tournent tous les jours sur le site. Est-ce qu'il y a un facteur ou un point clé, en tout cas, pour intégrer Innoval, ou concrètement tout porteur de projet qui a un peu la tendance, justement, avec les oreilles ouvertes et l'esprit ouvert au côté énergétique, au côté, justement, poursuite dans le temps. Est-ce que vous prenez tout un chacun ou il y a quand même un cahier des charges à respecter? Alors, il y a un comité d'agrément, hein. Donc, autour de nous, on a des partenaires qui assistent et qui viennent à ce comité d'agrément. Donc, il y a des banques, il y a des représentants des collectivités, des chefs d'entreprise. Et donc, bien évidemment, il faut que le projet ait une valeur ajoutée et un impact environnemental et social. Sans quoi, ça n'aurait pas de sens qu'on abrite ce type de projet. Et puis, ce qu'on regarde, c'est aussi la maturité et la viabilité du projet dans le temps. Donc, une fois que ce comité d'agrément a validé l'incubation, ils intègrent donc la plateforme où ils bénéficient de tout un tas de conseils, que ce soit des conseils juridiques, que ce soit des conseils techniques, des conseils aussi financiers, des modélisations, des études de marché. Et une fois qu'ils se sentent suffisamment prêts, ils peuvent commencer. Donc nos premiers porteurs de projets aujourd'hui sont sortis de l'incubateur et commencent une vie, j'allais dire, de chef d'entreprise normale. J'imagine qu'il y a également des grands temps forts, il y a beaucoup d'animation économique à votre charge également. Sur les prochaines rencontres, si on peut aller vous voir à un endroit ou à un autre? Alors toujours, vous êtes évidemment les bienvenus dans l'InnoLab qui est ouvert de 8h le lundi matin jusqu'à 20h, 21h vendredi soir et bien souvent le samedi. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un lieu où on hybride les expérimentations et les projets. Il y a des entreprises, des incubés, des associations, des habitants, parfois des représentants de collectivités qui viennent nous voir. Prochain rendez-vous, c'est jeudi, notre Assemblée Générale, qui est ouverte à toutes celles et ceux qui partagent les valeurs que rappelait Valérie, ces valeurs centrées sur l'économie sociale et solidaire, le développement durable et une attention, une certaine forme de sobriété dans l'usage des ressources. C'est très important. Et puis nous avons un prochain temps fort qui sera le 27 juin, où là on va rassembler toute une communauté d'entrepreneurs engagés pour les mettre sur un tremplin dont l'atterrissage sera le 5 décembre prochain, puisque nous portons un très beau projet qui s'appelle Start-up de territoire à l'échelle de la Haute-Savoie. Et on a l'ambition de réunir un peu plus de 400 entrepreneurs sociaux et engagés à Roche Expo pour faire une grande soirée de créativité en vue de sortir un portefeuille de 15 à 20 projets structurants pour la séquence 2019-2021. Ça fait un gros dossier quand même. Très beau projet. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans les prochains mois et dans les prochains projets parce que j'imagine qu'il y en aura quelques-uns. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est en forte croissance. Merci à tous les deux. Je vous laisse repartir en direction la régie. Juste pour moi, le temps d'accueillir notre prochain invité en la personne de Vincent Poirier. Bonjour Vincent. Salut Manu. Comment vas-tu? Très bien, très content d'être là. Écoute, ça fait toujours plaisir de t'avoir également. Et avec toi, ce soir, on va parler de... Et on avait du travail. Surprise, bande dessinée.
au hasard. Et tu nous as fait un super programme. Alors, on a dévoré ça, on s'est réparti un petit peu les tâches parce qu'il y en avait, mais ça a été comme d'habitude avec un grand plaisir. Et alors, je ne sais pas si tu avais prévu un ordre particulier. Non. Non, bah, c'est magnifique. Elles Alors, sont toutes méritantes. Donc, eh ben, je te propose de commencer avec le loup. très bien. Le loup de Rochette, justement. Alors, pour moi, c'est un ouvrage qui a été vraiment une immersion totale. Alors, on part en direction le massif des écrins. Moi, j'aime beaucoup le massif des écrins. Sur une histoire de haine qui finit par se transformer en respect, une aventure d'un agriculteur face à la nature. Et j'ai beaucoup aimé cette BD. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de plus? Mais t'en as déjà dit beaucoup, donc je vais te laisser, je vais partir. Je crois que. Non, écoute, Ça, c'est vrai c'est que c'est un récit déjà. Tu parles de nature, tu as raison. On est complètement, c'est extrêmement immersif. On est dans la montagne, on le vit pleinement. Notre personnage principal est l'auteur lui-même. En fait, il n'avait pas meilleur modèle que lui, donc il s'est mis directement en scène. Et c'est l'histoire de cet homme qui va croiser sur son chemin un loup. Un loup qui, au début, ma foi, était pas forcément inquiétant du fait de son âge et qui va prendre une autre importance. Et c'est un rapport à la fois de force et de respect qui va se passer entre eux deux. La narration est prodigieuse, on se laisse complètement prendre dedans. Et ce qui plus est qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Ça passe par l'image, c'est pour ça que je parle de narration et d'immersion aussi, parce qu'on est complètement pris dedans. Je dois concéder que quand je l'ai lu le soir même où on l'a reçu, j'étais un petit peu fatigué. Je me suis dit, je lis 20 pages, je ne vais pas tenir plus longtemps, mais j'étais incapable de le refermer. J'étais complètement captif. Et finalement, en 20 minutes, tu avais fini le bouquin. J'ai pris le temps. Non, faut savourer une histoire comme ça. On n'en a pas souvent des BD qui ont cette portée-là, donc je pense qu'il ne faut pas la lire trop vite. Il faut la savourer. On est bien d'accord. C'est sorti récemment. C'est sorti la semaine dernière. Ok. Donc on est au top de l'actualité. Magnifique. Deuxième ouvrage, si tu le veux bien. Et là, on change totalement de registre. Magic Order. Oui. Alors, c'est impressionnant parce que autant, comme c'est marqué dessus, c'est une production Netflix. Alors, c'est une production indirecte. C'est-à-dire que Netflix a acheté Mark Millar. Mark Millar, c'est le scénariste. Ils ont fait un contrat. Ils ont dit, écoute, mec, t'es bon. Donc maintenant, tes prochains scénarios, c'est pour nous. Donc ils ont fait un contrat qui n'existe pas. Mark Millar, on le connaît aussi par le biais du cinéma désormais. Kingsman, Kick-Ass. Ça fait partie des titres qu'il a pu écrire et qui ont été Millar's World désormais, qu'il a pu donc écrire et donc désormais ses prochains scénarios seront pour Netflix. Donc là en comics, on suppose évidemment très bien qu'il y aura une version une série sur le petit écran et c'est redoutable d'efficacité. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que ça te plonge vraiment pour moi dans l'univers un petit peu des séries Netflix justement avec d'un côté les Umbrella Academy avec les super-héros, le Stranger Things avec la fin du monde, les battles de mages. On est avec complètement dans cette gamme effectivement de séries, gros potentiel. Et on parle de séries, il n'empêche que c'est ce qu'on appelle un one-shot. Donc c'est un titre histoire complète. Donc là, on ne part pas sur une saga en 25 tomes. Il y a une vraie conclusion, donc en tant que lecteur, on est complètement rassasié du début jusqu'à la fin. Le dessin est aussi très très haut niveau. Olivier Coipel, on le connaît pour du X-Men et autres titres phares, Marvel et autres. Olivier Coipel est français, donc on n'est pas peu fiers aussi d'avoir un tel talent qui vient de France. Et donc voilà, Magic Order, c'est l'association de malfaiteurs. On est sur deux gros talents pour nous raconter l'histoire en fait d'un ordre de magiciens qui existe depuis des siècles et qui sauve un petit peu la Terre, l'air de rien, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils font ça justement pile comme il faut et quand il faut, que ce soit de monstres ignobles et autres statures, et c'est au sein même de leur propre ordre que les choses vont arriver dans le mauvais sens, on va dire comme ça. Un petit peu jeu de société aussi. Le danger vient de l'intérieur. Oui, jeu de rôle même. Ouais, enfin, totalement. C'est très construit. Et surtout, il y a un twist final qui vient complètement nous surprendre, qui fait qu'on croit avoir compris et qu'on se dit à un moment, on se dit mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir de cette histoire et hop, il va se passer quelque chose. Et c'est très très fort. Je conseille vraiment à lire absolument. On enchaîne parce qu'on n'a jamais assez de temps. Jamais. Avec, il faut que tu viennes à une émission entière. Avec Il fallait que je vous le dise. Alors là, c'est une superbe histoire. On passe totalement du coq à l'âne, puisqu'on a un plaidoyer pour l'interruption volontaire de grossesse et sous tous ses aspects. Donc, depuis l'aspect de le regard de la maman, depuis l'aspect du médecin qui pratique des IVG et un
très beau livre, très simple finalement, tout en transparence, et on passe par toute la panel d'émotions qu'il est possible de ressentir. C'est très nature, tu as raison de le dire comme ça, c'est très simple, c'est très franc en fait. Aude Mermillod, qui est l'autrice de cette bande dessinée, en fait, dès le départ, elle se livre, elle est sincère, elle est d'une franchise même implacable. Il y a des moments où on aurait dit, oh, elle aurait pu ranger un peu la vérité. Non, non, elle dit les choses telles quelles, très crûment, telles qu'elle les a vécues, ressenties. Et je pense que c'est un ouvrage qui devient indispensable, essentiel pour beaucoup, femmes comme hommes. C'est ce que j'allais dire, ça s'adresse aussi aux hommes. Ah oui, complètement. Je pense même que ça s'adresse presque prioritairement aux hommes qui n'ont pas forcément conscience, au même point que les femmes, de ce que peut vouloir dire effectivement l'IVG. Donc il y a quelque chose de nécessaire avec cet ouvrage-là. Il y en a peu qui existent sur le sujet, et c'est un véritable témoignage que nous livre Aude Mermillod ici. Un témoignage qui n'est pas en plus dirigé de manière... c'est pas, ouais, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est pas larmoyant non plus. C'est d'une franchise totale, et on est complètement pris dedans. Et elle s'associe à Martin Winkler. Martin Winkler, il est très connu en tant que médecin et écrivain. Il a écrit notamment Le cœur des femmes, qui est un best-seller mondial, qui est remarquable, effectivement. Et elle a tenu à avoir effectivement son discours, son vécu, son ressenti, mais aussi l'œil d'un professionnel qui est depuis quelques décennies impliqué dans l'IVG, pour effectivement avoir aussi un regard non pas que compatissant ou nombriliste, entre guillemets, mais vraiment au contraire une vision médicale, sociale, historique du sujet. Et c'est pour ça que c'est essentiel, c'est que c'est un ouvrage qui nous permet à un moment de prendre un petit peu de la distance sur les choses. On a tous notre compréhension, mais c'est toujours plus parlant quand il y a quelqu'un qui vient nous expliquer ce que c'est véritablement, et pas juste une théorie ou un article hashtag Facebook qui n'auront pas suffi effectivement à avoir toutes les cartes en main. Donc remarquable, on le referme, on est un peu bouleversé, mais je crois qu'on est un peu grandi aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça. En effet, on peut le dire. Et le dernier, last but not least, et là aussi en mode plaidoyer, je pense qu'il s'impose vraiment en mode... parce qu'il en impose, tout est dans le titre, Cigarette, dossier sans filtre. Voilà, c'est un documentaire en bande dessinée. La bande dessinée, ça permet ça aussi. Et ça nous explique en fait tout simplement que la cigarette en fait, n'a aucune raison d'être, on n'est pas censé fumer. Et ça nous explique pourquoi on ne pouvait pas y échapper. Alors, mais ça prend tout, c'est-à-dire de l'histoire, en passant par le lobbying, en passant par le côté merchandising, les aléas de la guerre, etc. Et c'est une vraie leçon de marketing. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Avec un petit ton humour quand même derrière, histoire de dédramatiser un peu. Un peu cynique, même limite second degré. Pas non plus. C'est pas un humour, on va dire, pour se relâcher. C'est un humour finalement pour faire passer les messages de manière effectivement un petit peu plus légère que juste un documentaire strict. Mais par contre, cet humour-là va aussi nous permettre encore de remettre une petite couche sur un certain nombre de choses. Le cynisme du personnage principal est terrifiant. C'est un Dr House pro-cigarette qui est terrible. Mais c'est vrai que c'est complètement sidérant. On a tous énormément entendu de messages sur le sujet de la cigarette. C'est marqué directement même sur le paquet. On sait qu'il ne faut pas fumer, mais on ne sait pas à quel point on nous l'a imposé. On lave le cerveau avec ceci. En fait, j'arrive pas à comprendre qu'on ne fume pas quand je dis quelque chose comme ça, tellement on nous l'a imposé. Après, maintenant qu'on a un peu aussi toutes les cartes en main, je pense qu'on est aussi capable de se dire « ouais, non, en fait, non, je vais pas fumer ». Alors, c'est très marrant parce que justement, cet ouvrage, on l'a fait lire par des non-fumeurs qui se sont dit « ah, mais jamais je toucherai une clope ». Et on l'a fait lire à des fumeurs qui tout de suite avaient quand même envie de leur cigarette juste derrière. Oui, mais il y a marqué cigarette dès qu'il y a une cigarette. Ah, mais en plus, partout, sur chaque case. On a envie de fumer, mais on est désormais armés, toutes les billes en main. Ouais. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup Vincent en tout cas pour toutes ces explications. Ça bien sûr on le retrouve chez toi dans ta devanture. Voilà, on a un paquet de cigarettes à BD Fugue. Il n'y a pas de souci. Donc passez à BD Fugue si vous voulez toutes les dernières infos et notamment ces dernières trouvailles que je conseille vivement. Il faut aller voir Vincent Poirier, c'est à BD Fugue. Merci beaucoup Vincent, merci, Manu, à très vite. Bientôt. Et puis hop, je reprends mes fichiers, le temps de rappeler Seb pour la revue de presse. Et avec toi, mon cher Seb, nous allons commencer avec Cocorico. On parle de Pinturo. Oui, Alexis Pinturo, donc la Fédération française de ski qui a annoncé récemment les sélections pour les différentes équipes de France engagées en Coupe du Monde pour la saison 2019-2020, début de la Coupe du Monde vers le mois d'octobre. Et on peut apprendre qu'Alexis Pinturo en a profité, donc pour annoncer qu'il bénéficiera d'un programme un petit peu aménagé pour cette saison à venir. Le champion du monde du combiné 2019 aura à sa disposition un entraîneur spécifique en la personne de Fabien Munier,
toujours sous la responsabilité de David Chastan, le directeur des équipes de France de ski alpin masculin. Le skieur de Courchevel sera également accompagné par un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un kiné et une attachée de presse. Ces derniers seront donc financés par Alexis Pinturo lui-même. Donc il a toutes les armes pour performer et aller titiller Marcel. Plus aucune excuse. On reste du côté de l'hiver parce que pour toi, tu veux que ça dure. Oui, on le sait, c'est désormais officiel. Les équipements spéciaux seront obligatoires de manière permanente de novembre à fin mars en montagne l'hiver prochain. C'est une décision qui date de l'automne dernier. Le Conseil national de la montagne qui avait donné son avis favorable à ce projet de décret, avec cependant une réserve. C'était une réserve qui était concernant la nécessaire obligation de pneus neige ou de chaînes pour les autocars ou pour les poids lourds. Il faut maintenant que les préfets concertent les maires et les gestionnaires, donc les conseils départementaux, les directions départementales des routes, pour savoir quelles sont les routes qui seront concernées par ces mesures et pour inclure un périmètre d'obligation de chaînes, d'équipements. Donc voilà, ça risque encore de nous tenir en haleine d'ici cet hiver. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler au JT. Voilà. Alors toi, tu as décidé de nous parler d'une réforme fiscale importante du côté de Genève. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas pour habitude de faire les petites news politiques, mais bon, c'est vrai que de côté suisse, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, notamment les votations qui avaient lieu le week-end dernier sur le canton de Genève. Un vote du peuple qui s'est donc prononcé en faveur d'une réforme fiscale des entreprises sur le canton. Donc, objectif, c'est d'avoir un taux unique d'imposition pour toutes ces sociétés à 13,99%, excuse-moi, selon les résultats définitifs, contre aujourd'hui 11,6% pour les sociétés à statut spécial et 24,2% pour les autres. Pour compenser toutes ces pertes fiscales, c'est le gouvernement genevois qui propose donc une enveloppe de 186 millions de francs comme subside d'assurance maladie. Autre question posée ce week-end, celle du travail le dimanche. Et là encore, les Genevois ont dit oui à une modification de la loi. Ils ont été 52% à se prononcer pour que les commerces soient ouverts 3 jours dans l'année. Oui, ils en sont encore un peu à 3 dimanches d'ouverture. Donc pour se presser faire les courses de Noël, il faudra se bouger à temps. Puis le monde de la Formule 1 en deuil. C'est ça. Niki Lauda est donc mort la nuit dernière à l'âge de 70 ans. Je tenais quand même à faire un salut aux grands champions, triple champion du monde justement, 75, 77 et 1984. Alors si certains retiendront juste son accident incroyable sur le Nürburgring en 76, desquels il avait frôlé vraiment la mort. D'autres retiendront justement que c'était le rival de James Hunt, de Alain Prost, qu'il a fait plus de 13 saisons en championnat du monde, 26 victoires, 24 pole positions, bref. Un grand monsieur, et d'ailleurs les hommages affluent aujourd'hui. Il était de la race des seigneurs, a réagi à Alain Prost, un héros du sport automobile selon Jean Todt. Mais plus généralement, tu l'as dit, c'est bien tout le monde de la F1 qui est en deuil aujourd'hui. Un grand monsieur, voilà, je venais à faire un petit salut. Tu fais bien. Merci beaucoup Seb, on se revoit pour le rappel des titres et j'appelle justement notre troisième invité en la personne de Sébastien Loret. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous êtes le responsable commercial et marketing de Y&Y Vertical. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas grimpeurs, personne n'est parfait. Y&Y s'est fait connaître avec notamment des lunettes d'assurage. Un petit, à la base gadget, mais qui est devenu quasiment incontournable aujourd'hui dans toute la panoplie des grimpeurs, qui vous permet juste de pouvoir assurer la personne qui est au-dessus, mais sans se casser les cervicales, et ça c'est vachement bien. Sans enlever la tête. Alors concrètement, ça a été vraiment un boom, on le sait, déjà le monde de l'escalade est en plein boom. Aujourd'hui, il y a un nombre de salles qui fleurissent un petit peu de partout. Vous avez sauté sur l'occasion en proposant ce produit qui est aujourd'hui devenu vraiment incontournable, comme je le disais. Comment ça s'est fait finalement, cette success story? Vous l'imaginiez il y a quelques années? Alex, le gérant de l'entreprise, était un grimpeur qui a attaqué à grimper avec des amis et qui avait mal au cervical et qui a trouvé une solution, qui a cherché une solution pour avoir moins mal. Donc il a attaqué à faire ses petites lunettes et petit à petit ça a grandi et oui, on a pris un petit peu de marché, on a commencé à faire d'autres produits, et à faire d'autres paires de lunettes et à développer le marché. C'est quand même difficile d'intégrer justement ce marché, qui est celui des grimpeurs, qui est déjà un marché de niche, qui ne sont pas très branchés confort, etc. On a généralement tendance à dire qu'il faut avoir au moins 1 ou 2 gouttes de sang pour savoir si on a passé une bonne session d'escalade. Là, vous apportez un nouveau produit que personne ne connaissait. Comment vous avez réussi à pénétrer le marché ? On arrive avec déjà l'idée d'améliorer le confort du grimpeur, mais aussi la sécurité. Ça veut dire que autant les lunettes, elles apportent du confort, mais autant elles permettent d'avoir la sécurité, parce qu'on a toujours les mains bien en place sur la corde, et on a la vision sur le grimpeur en permanence sans se reposer la nuque. Donc
on est sur 2 versants et on répond aussi à un besoin de public un peu plus urbain, un grimpeur urbain qui grimpe en salle et qui est moins aussi le grimpeur pur passionné falaise, quoi. Ok. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un besoin de diversification parce que, comme je le disais, même si vous avez conquis presque tous les pays du monde avec les lunettes d'assurage, ça ne dégage pas une marge énormissime non plus. L'idée, c'est de continuer à développer des produits toujours en assurant l'idée d'aller chercher du confort aux grimpeurs. Et oui, on est ouvert sur le sac à magnésie avec toujours un esprit d'innovation qui est travaillé en France. Et on a trouvé la solution pour qu'on limite les pertes de magnésie, que ça soit automatique, de trouver une solution automatique avec le sac à magnésie pour qu'il s'ouvre et qu'il se ferme une fois qu'on a mis la main et qu'on a rechargé en magnésie. Il vous manque encore beaucoup de points justement sur lesquels améliorer le confort du grimpeur? Il y a toujours des petites idées de trouver des petites niches pour améliorer le confort, pour répondre aux besoins de ce grimpeur urbain, pour répondre aux besoins du grimpeur qui est plus professionnel. Et on a la capacité peut-être d'aller chercher des petites niches que des grandes entreprises ne vont pas voir, quoi. Aujourd'hui, ces lunettes d'assurage, elles ont été un petit peu multipliées. Il y a beaucoup d'autres modèles, beaucoup d'autres marques qui s'y sont mises. Est-ce qu'il reste encore une plus-value à acheter Y et Y vertical? Alors on garde toujours cette idée, nous, c'est d'avoir des prismes de qualité, où on peut bouger la tête sans avoir cette notion de nausée, de mal de mer. Et puis toujours avoir de l'accessoirisation, d'avoir une box pour ranger la lunette correcte. On peut la faire avec une main sans l'accrocher au baudrier, etc., etc. Donc toujours d'avoir un produit milieu haut de gamme qui répond aux besoins, oui. Et d'innover dans la lunette. Et alors, à terme, tous les grimpeurs devront partir avec leur paire de lunettes? C'est le but en tout cas ou... L'objectif, c'est de répondre aux besoins des grimpeurs. Après, est-ce que tous les grimpeurs en voudront? Non, je ne pense pas. Mais la plus grande partie puisse l'avoir, oui, ça serait intéressant. Aussi bien en termes de sécurité que de confort cervical. Comment vous imaginez le futur de l'entreprise dans les prochaines années? L'entreprise, elle a un peu plus de 4 ans. L'objectif aujourd'hui, c'est d'installer ce marché mondial, de trouver notre place au milieu de ces grandes entreprises, de rester une entreprise qui fait de l'innovation, qui montre un peu 2-3 petits endroits où on peut aller encore sur les produits et de continuer à faire ça et de grandir, d'opérer cette transformation d'une start-up vers une entreprise un peu plus grande. Alors, c'est vrai que parmi votre gamme, il y a également des sacs à cordes qui vont être présentés dans pas très longtemps, je crois. Comment on arrive à innover sur un sac, entre guillemets, bête et méchant, qui est un sac de cordes où généralement on met tout à l'intérieur, il y a là, merci, au revoir, c'est fini. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation à apporter à quelque chose d'aussi simple? Se répondre à un problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment je transporte ma corde dans mon sac à dos, par exemple, le premier sac qu'on va sortir. Et comment je peux la transporter de différentes manières avec mon sac à dos. Donc le premier sac, qui est le sac Monkey, il va répondre à un problème. Il va venir s'accrocher à un sac à dos pour pouvoir faciliter. Je garde mon sac à dos, j'ai ma corde et je transporte tout ça facilement avec de l'aisance. Et là-dessus, le côté un petit peu made in France, ça aide au niveau mondial ou... On a une image, on est une entreprise française, oui, et on fait tout notre développement et notre recherche en France. Et oui, on est basé au milieu des Alpes, on est à Grenoble, et ça aide parce qu'on a peut-être une connaissance du milieu de la montagne qui est reconnue. Au niveau, par rapport à d'autres grands constructeurs, justement, c'est vrai que des sacs à cordes, il y en a un petit peu chez toutes les marques. Non, je pense que ce qui aide, c'est qu'ils savent qu'on cherche de l'innovation et qu'on va aller au bout d'une niche produit, mais essayer d'aller au bout pour voir si ça peut être intéressant pour le grand public aujourd'hui. Et alors le prochain gadget qui va révolutionner la pratique, vous l'avez trouvé déjà? Non, on cherche tous les jours, mais on va déjà essayer de faire bien les gadgets qu'on a sortis, d'augmenter notre gamme de sacs à magnésie, de sortir nos sacs à cordes, et puis nos nouvelles lunettes qu'on vient de sortir aussi, de les installer sur le marché et de répondre encore à un besoin, quoi. Et pour l'instant, il est encore là, en tout cas, oui. le besoin. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sébastien Loret d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous. Bon courage pour la suite. Et puis, de toute façon, on donnera de vos nouvelles. Et puis, pourquoi pas, faire un reportage dans vos locaux. Très bien. À l'occasion. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et on fait le retour de Sébastien pour le Sébastien rappel. en chasse un autre. Voilà, ça c'est fait. Et puis, mon cher Seb, dans quelques minutes avec toi, c'est l'heure du JT et on va parler d'une déviation à Pringy. Une déviation très attendue, la déviation de Pringy, qui devrait permettre de décongestionner un petit peu le trafic de cette commune. On le sait, très compliqué au niveau des heures de pointe, pardon, avec donc un projet, un long chantier, 23 millions d'euros qui ont été investis par le département. Inauguration ce lundi. Et puis un autre dossier, celui de la Charrette. Oui, la Charrette, c'est une start-up qui a été fondée par deux sœurs qui propose à des producteurs locaux de se mettre en relation pour diminuer les frais liés à la distribution de leurs produits. Donc ça permet
une espèce de blablacar de la petite distribution. Ben, on a hâte de voir ça. Les reportages complets, c'est dans le journal télévisé d'ici quelques minutes. Nous, on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.